d'état de mai dernier, le Burundi doit encore faire face à un nouvel essai de déstabilisation qui ressemble fort à une révolution de couleur. Vendredi, dans la capitale Bujumbura, 3 sites militaires ont été attaqués, causant la mort de 79 assaillants, de 4 militaires et 4 policiers. Ces émeutes sanglantes trouveraient leur source dans la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat alors que la Constitution n'en permet actuellement que 2. Prétexte un peu léger. On a pu constater en France même combien une Constitution peut être modifiée 25 fois depuis 1958. Ce n'est plus du marbre, c'est du papier offset. Mais il semblerait que toutes ces manifestations ne soient pas si spontanées ni si populaires, car le Burundi profite d'une situation enviée par bien des pays africains. Ce pays de 10 millions d'habitants bordant le lac Tanganyika se remet économiquement et politiquement d'une guerre civile longue de 15 ans entre Hutus et Tutsis, avec une hausse du PIB de 13,6% en 2014. En avril, la situation politique se normalisait avec la libération d'un dernier groupe de 1864 prisonniers dits politiques, essentiellement des Hutus accusés de massacre de Tutsis, portant à 3299 le nombre de détenus libérés depuis janvier, dans le cadre de la politique de réconciliation nationale. Difficile donc de comprendre ces explosions de violence si l'on ne sait pas que le Burundi a refusé d'installer sur son sol en début d'année un SOFA, ces fameux Statute of Force Agreement qui transforment tout pays signataire en base militaire américaine permanente. Qu'on en juge, voici quelques-unes des dispositions intégrées d'office dans le SOFA. Les parties burundaises et américaines conviendraient que les membres des forces armées américaines, le personnel civil du département de la défense américaine et les sous-traitants des USA, et donc toutes les sociétés de mercenaires, mèneraient des activités d'entraînement, d'exercice ou d'action humanitaire au Burundi, article 2, et joueraient des privilèges, exemptions et immunités au même titre que les diplomates, article 3. Ils entreraient et sortiraient librement du Burundi avec des documents délivrés par les seules autorités américaines. La validité de leur licence et permis de conduire serait reconnue comme telle. Ils pourraient porter des uniformes et des armes, articles 3, 4, 5 et 6, et qu'en matière pénale, c'est le droit américain qui s'appliquerait au Burundi, article 7. Les mêmes parties s'entendraient que dans le domaine de la fiscalité, notamment la passation des marchés et le transport, aucune taxe ou redevance ne serait prélevée au Burundi. Le département de la défense, le personnel civil et les sous-traitants des USA seraient habilités à exporter du Burundi tout bien meuble, équipement, fourniture, matériel, services, toute technologie et formation sans inspection, sans licence, sans taxe ni redevance sur tout le territoire du Burundi. Leurs navires, véhicules et aéronefs seraient exemptés de toute redevance, articles 8 à 10. La passation des marchés serait conforme au droit américain, article 11, avec usage libre des infrastructures burundaises, ports, aéroports, terrains d'entraînement et dépôts, article 12. Dans le domaine de la télécommunication, la partie américaine aurait le droit d'utiliser tout moyen et service disponible pour exploiter le spectre des fréquences radioélectriques, article 13. Comme on peut le constater, c'est ni plus ni moins qu'une colonisation forcée visant à transformer le Burundi en porte-avions américain au cœur de l'Afrique, juste aux frontières de pays stratégiques et de richesses minières convoités comme le Rwanda, la République démocratique du Congo ou encore la Tanzanie. Les autorités du Burundi, le président Pierre Nkurunziza en tête, ont rejeté l'accord car, je cite, « la mise en application de ces dispositions remettrait en cause des pans entiers de l'indépendance, de la souveraineté nationale, de la sécurité intérieure et de l'économie de la République du Burundi ». Moins d'un mois après, la signification de ce refus par le Burundi, les manifestations éclatent dans le pays pour protester contre le président qui brigue un 3e mandat. Jusqu'alors, cela n'avait dérangé personne. Le 13 mai, la tentative de coup d'État perpétrée par le général Godefroy Enyumbaré, chef des services de renseignement, a échoué en moins de 48 heures. Les institutions ont résisté et la majeure partie des unités de la police et de l'armée sont restées fidèles au gouvernement légal. Alors que le Burundi fait partie de la communauté francophone, la France, bien sûr, joue contre ses propres intérêts et a gelé sa coopération sécuritaire dans les domaines de la police et de la défense, alors que 85% de la population rurale a manifesté son soutien au président en place. Seuls certains quartiers de la capitale, dont le quartier musulman,
ont participé à la tentative de putsch. Pourtant, toutes les chancelleries occidentales suivent le département d'État américain et font porter la responsabilité des violences au gouvernement de Nkurunziza. Cela fait donc la troisième fois que le président Nkurunziza résiste aux appétits géopolitiques américains. C'est la troisième fois qu'il prouve qu'ils peuvent être contrés non seulement par les autres superpuissances, comme la Russie ou la Chine, mais également par les petits États pour peu que leur société soit soudée, ethniquement homogène et que leurs élites aient la volonté de résister au nouvel ordre mondial. C'est un échec cinglant et sanglant pour la CIA. La presse occidentale a exploité les attaques de vendredi pour tenter de déstabiliser le gouvernement en affirmant que l'armée aurait abattu des adolescents désarmés commettant un massacre sans nom. Mais pas une photo ne confirme les faits, pas un témoignage n'accrédite cette version des faits. Un peu comme les morts de la place Maïdan, dont l'autopsie révélera qu'ils ont été tués d'une balle dans le dos tirée de leur propre camp. Il n'est pas sûr que cette troisième tentative soit couronnée de plus de succès que les précédentes, et il semblerait que le Burundi ne sera pas une base opérationnelle franchisée américaine tant que le président Nkurunziza sera aux commandes. Le Parti de la France rappelle son attachement au principe de souveraineté de chaque nation, y compris pour les nations africaines. Il faut que cesse le pillage des ressources africaines par des multinationales qui s'octroient des richesses à coup d'État, lancent des millions d'Africains dans le mirage mortifère de l'immigration vers l'Europe pour mieux faire baisser les salaires des ouvriers européens. La diplomatie française doit reconnaître la légalité du gouvernement du Burundi et lui apporter l'aide nécessaire au rétablissement de la sécurité et de la justice, conformément aux accords de défense que nous avons conclus avec ce pays francophone.